atelier, l'atelier numéro 4. En principe, il devrait se terminer vers 17h45. Nous avons aujourd'hui comme titre de cet atelier, on vient de parler beaucoup de la France, on a parlé de nos parquets. Je rappelle qu'en France, il y a 164 tribunaux judiciaires, que certains sont des tribunaux avec des ordres, entre guillemets, minuscules, hein, une dizaine, une quinzaine d'avocats, que ces avocats, quotidiennement, souvent, suivant la politique pénale du procureur de la République, assurent des permanences de CRPC, que la CRPC, dans certaines juridictions, c'est le contentieux, entre guillemets, du quotidien, de l'excès de vitesse, de faits qu'on n'a pas abordés finalement au cours de ces 2 jours. C'est le quotidien de confrères qui assure ces permanences dans des conditions souvent difficiles, avec les difficultés qu'exposait tout à l'heure François Saint-Pierre, lorsque on a un entretien préalable avec un chef d'entreprise, avec des enjeux, des discussions. La permanence des confrères qui assurent ces missions, ce n'est pas toujours ça. C'est souvent une assistance muette à côté de prévenus qui comparaissent dans le cadre de CRPC parce que la politique pénale de tel ou tel parquet conduit à éviter de renvoyer des infractions qualifiées de secondaires devant les comparutions immédiates. Et il y a derrière ça une logique de gestion des stocks. C'est d'ailleurs à l'origine ce qui avait été finalement le fondement de la création des CRPC. Puis on voit aujourd'hui, avec les travaux qu'on vient de mener hier et aujourd'hui, que ça a pris un enjeu considérable, que ça ne touche plus les infractions secondaires, mais ça touche aussi des infractions d'importance, que le PNF à Paris, procédure centralisée, a un rôle, que le procureur européen a aussi un rôle dans ce domaine, et on voit l'importance en France de l'évolution et des perspectives avec un S de notre atelier numéro 4. Aujourd'hui et en dernier lieu, donc, on va aborder l'aspect droit comparé et international. Que se passe-t-il en Europe, dans d'autres pays? On l'a un peu vu ce matin avec le procureur national financier qui évoquait, le procureur plutôt européen délégué qui évoquait des procédures de CRPC qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et nous avons donc des invités qui vont venir avec 15 minutes chacun, nous exposer ce qu'est la situation, alors si j'ai bien compris, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et parmi ceux qui sont là aujourd'hui, il y a Nicolette Coste de Sèvres, qui je crois va parler de la procédure au Canada, Éric Russo et Alexis Bavito, Emmanuel Moine, vous allez nous parler des procédures, si j'ai bien compris, en France, mais aussi en Europe. Et puis Stéphane Dreyfus, vous êtes un ancien procureur américain, j'utilise cette formule, on dirait attorney at law dans le langage que maîtrise Mathieu, et aujourd'hui vous êtes avocat, et vous êtes venu nous rejoindre dans une belle profession, et je vais vous donner en premier la parole sur la procédure et les procédures aux États-Unis, avec des questions par exemple, c'est un point important, tout à l'heure on avait le procureur national financier qui évoquait la possibilité de se voir. Aujourd'hui, nos palais de justice, et je fais la promotion d'un colloque que nous aurons le 2 juin prochain, ici, 2 juin après-midi, sur la question de l'architecture des palais de justice, comment fonctionne un palais de justice et quels sont les espaces qui sont réservés aux uns et aux autres, pour vous dire que pour voir un procureur en France, et notamment pour voir un procureur à Paris, dans cette tour infernale de 38 étages, c'est une prouesse insurmontable parce que tout est cloisonné, que le numéro de téléphone du parquet national financier se termine par 5151, c'est-à-dire c'est le numéro de standard de l'actuel palais de justice. Tentez cet après-midi d'essayer de contacter quelqu'un sur ce numéro, vous n'aurez personne. Et que donc, une des difficultés qu'on peut avoir, nous les avocats français, et de plus en plus, ce n'est pas simplement à Paris, c'est la possibilité de rencontrer, je dirais à l'ancienne, un magistrat du parquet pour évoquer avec lui un dossier. Vous nous direz comment aux États-Unis, le barreau a pu travailler avec vous, comment vous, aujourd'hui, avocat, vous pouvez travailler avec le parquet sur la préparation de ce qu'on appellerait une CRPC en France. Merci. Oui, là, de toute façon, il y a un numéro public pour le cabinet du procureur et il y a toujours une réponse. Mais il ne faut pas oublier que ce sont
ce sont nos anciens confrères. Même pour les magistrats du siège, ce sont des anciens confrères. Et pour les magistrats du parquet, comme il n'y a pas de différence pour nous, ce sont des avocats comme nous, qui sont tout simplement fonctionnaires salariés de l'État. Mais ce n'est pas une autre espèce. C'est un avocat et on peut se parler entre avocats. Et je voulais juste, avant d'entamer mon propos, répondre à ce que Mathieu a demandé ce matin à propos de l'enquête interne. Est-ce que cette enquête serait saisissable dans une perquisition? Et tu as évoqué la réponse de Mme Guillet hier, la procureure financier, tu lui as posé des questions et elle t'a donné, je crois, une réponse diplomatique et mitigée. Moi, ouais, mais bon, moi, il y a un truc qu'on fait chez nous qui est peut-être utilisable même pour vous, aux fins légèrement différentes, c'est que dans le rapport d'enquête interne, tu ne te limites pas à un récit des faits, mais tu intègres une analyse juridique. Et donc, tout au long du rapport, tu évoques des faits développés pendant l'enquête interne, mais en même temps, tu conseilles le client sur l'incidence des faits, l'incidence juridique des faits. Ce qui fait que quand ce rapport sera saisi, forcé de constater qu'il s'agit d'un conseil juridique. Ce n'est pas uniquement des faits, mais ce sont des conseils de l'avocat à son client en fonction des faits. Ce qui rend assez difficile l'idée que c'est saisissable, ou pour nous que ça ne fait pas partie, que ça ne fasse pas partie du work product de l'avocat, ou bien pour vous que ça ne fait pas partie du conseil au client avec en vue la possibilité d'une procédure formelle pénale qui met donc, si je comprends bien, la limitation au secret national en France, le pur conseil pour les événements à venir n'est pas couvert, alors que le conseil à propos d'une éventuelle procédure pour des faits déjà dans le passé pourrait être couvert. Donc là, c'est un moyen de faire un rapport protégé. Alors, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui est fait chez nous, et peut-être ça peut être fait ici aussi. Et en ce qui concerne la discussion des droits des personnes physiques, il faut savoir que pour le DOJ américain, il a été énormément critiqué lors de la crise financière en 2008 environ pour le fait que aucune personne physique n'est allée en prison. Ce n'était que des poursuites des banques, des acteurs financiers, personnes morales. Et puisque chez nous, comme en France, on n'a jamais compris comment envoyer une personne morale en prison, le fait qu'il n'y a que des amendes, des poursuites de personnes morales qui résultent forcément des amendes qui sont importantes, mais que des amendes, on se pose la question pourquoi les personnes responsables n'ont pas été poursuivies personnellement comme personnes physiques. Et donc, toute la politique du DOJ actuellement en matière de la lutte contre la corruption, vous allez entendre, se base sur la nécessité de poursuivre et de punir, d'identifier et de poursuivre et de punir les personnes physiques responsables de ce qu'a fait l'entreprise. Parce que, comme on a pu le dire pendant ces 2 jours, c'est très bien que l'entreprise fasse l'objet d'une CGIP, mais l'entreprise n'est pas agie en tant que personne morale sans la participation personnelle des personnes physiques, manifestement. Et ce ne sont pas forcément que des exécutants, c'est aussi très souvent, ou assez souvent, la direction générale, au moins qui en était au courant.
et qui a été gardé indemne dans la poursuite, ce qu'on considère un défaut. Donc, c'était juste des observations ou réflexions à faire selon ce qu'on a parlé ce dont on a parlé précédemment. Pour ce que je voulais vous dire sur des poursuites anticorruption aux États-Unis, c'est sans état d'âme que je constate qu'en matière de cette lutte contre la corruption, la France s'est parfois même souvent inspirée des États-Unis dans l'évolution de ses institutions et ses procédures. Et en examinant le développement du PNF et de la CGIP, par exemple, force est de constater que l'influence du DOJ et du Deferred Prosecution Agreement américain y est pour quelque chose. C'est pourquoi j'ai pensé que vous seriez intéressés par les dernières évolutions outre-Atlantique qui ont pour conséquence, à mon avis, la réduction de l'importance de l'enquête interne, juste au moment où on la considère de plus en plus primordiale en France, selon, par exemple, le guide que vient de publier le PNF et la FA. Qui sait que si la France suivra cette tendance dans quelques années, mais mieux vaut y être préparé au cas où, me semble-t-il. On a abordé à plusieurs reprises le phénomène, voire le danger, d'une déjudiciarisation de la justice par des contrats quasiment privés, tels le DPA américain ou le CGIP française, mais il resterait du moins que ces accords doivent être soumis à la validation du juge du siège, le DPA chez nous et le CGIP ici. Ce n'est pas le cas, en revanche, du plus récent instrument dans l'arsenal du DOJ, la procédure tout à fait non pénale qui s'appelle la déclination de poursuite. La meilleure traduction de déclination en français serait que le DOJ prend la décision de se passer d'une poursuite pénale qu'il aurait pu diligenter sinon. Rappelons, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que dans le système américain, le procureur n'est pas magistrat, il est tout simplement un avocat fonctionnaire. Et je vous parlerai uniquement du système fédéral, sachant que il y a aussi des systèmes de chaque État. On a 50 États, chacun avec son propre procureur, ses procureurs pour l'exécution des lois étatiques. Mais là, pour nous, il est question du droit fédéral, du procureur fédéral, du DOJ, avec à sa tête l'Attorney General, qui est ministre de la Justice, redevable au président, il fait partie du cabinet du président. Rappelons aussi qu'il est constant aux États-Unis que le procureur dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'opportunité d'une poursuite. Normalement, ce pouvoir s'exerce à l'interne du cabinet du procureur en fonction des faits et de la loi, sans explication du raisonnement qui amène le procureur à poursuivre ou à s'abstenir de poursuivre. Mais en 2016, vers la fin de la présidence de Barack Obama, le DOJ a débuté une nouvelle politique de poursuite limitée alors aux enquêtes sous la FCPA, le Foreign Corrupt Practices Act, antécédent, si on peut dire ainsi, de la loi Sapin II, qui réprime notamment la corruption des agents publics étrangers et a servi de modèle pour la France. Cette nouvelle politique s'appelait la Corporate Enforcement Policy, la politique de poursuite des personnes morales, et depuis, elle a été généralisée à toute poursuite pénale d'une personne morale. Modifiée à plusieurs reprises depuis 2016, depuis récemment en septembre de l'année dernière, même en janvier et en fin février 2023. Le but en est toujours d'inciter les entreprises cibles d'enquête pénale fédérale, surtout pour violation de la FCPA, mais pas que, à s'auto-dénoncer dès qu'elles découvrent des paiements illicites effectués par leurs salariés ou agents, même à l'insu de la direction, sans attendre une poursuite et sans même effectuer une enquête interne.
Puisque le PNF et l'AFA ont très souvent suivi l'exemple du DOJ, notamment en incitant l'autodénonciation des entreprises, il serait peut-être intéressant pour vous de connaître les éléments essentiels de cette politique américaine. Vous verrez d'ailleurs qu'elle présente de nouveaux champs d'activité aux avocats. Donc, il y a toujours un avantage pour toute chose mauvaise. D'abord, quels en sont les buts annoncés? Selon la numéro 2 du DOJ, Madame Monaco, il y a quelques semaines, ils sont 3, ces buts. Empêcher le délit avant qu'il ne soit commis. Pour une fois, on essaie d'améliorer la situation plutôt que simplement de la punir. Deuxièmement, garantir que les personnes physiques responsables des délits en soient tenues pénalement responsables et dissuader et punir la récidive. Pour y arriver donc, et quels sont les principes directeurs? Contrairement au DPA, la déclination n'est pas soumise à l'approbation de la Cour et n'exige aucun aveu factuel ou juridique de la part de l'entreprise cible. C'est un avantage, dans notre système, c'est un avantage significatif pour l'entreprise, parce que comme il n'y a pas de partie civile chez nous, dans une procédure, donc les aveux que l'entreprise pourrait être amenée à faire dans une procédure pénale, qui sont d'ailleurs obligatoires pour les plaidés coupables ou même pour les DPA, faciliterait des éventuelles assignations aux civils des tiers lésés, notamment les actionnaires de l'entreprise dans une class action boursière ou une action ut singulier. Et dans le droit de la preuve américaine, une fois qu'on a avoué un fait, ce fait est considéré comme utilisable et factuel et avoué dans toute autre procédure ultérieure. Et donc, si j'ai avoué que j'étais coupable que l'entreprise était coupable de payer des pots de vin aux agents étrangers, et si je suis sanctionné pour ça, les actionnaires, surtout pour les sociétés cotées, les actionnaires peuvent faire une class action boursière mettant en cause le fait que l'entreprise avait dissimulé ce fait. Et du coup, leurs actions ont moins de valeur que sinon. Et donc, pour éviter ça, pour donner une nouvelle incitation aux entreprises de s'autodénoncer, on a créé la déclination qui n'est pas pénale du tout. C'est un simple accord contractuel entre le DOJ et l'entreprise, sans qu'il n'y ait aucune accusation pénale et sans que l'entreprise n'ait à plaider coupable de quoi que ce soit. Et la déclination est résumée dans un simple courrier du DOJ à l'entreprise. À titre d'exemple, et ces courriers sont publics. Donc, à titre d'exemple, voici l'un des plus récents entre le DOJ et Safran pour régler des violations FCPA commises par une entreprise rachetée par Safran avant le rachat. Et il y a juste une page et demie, c'est adressé par le DOJ à l'avocat américain de Safran dans le dossier, qui confirme la déclination et qui en donne les raisons. Et donc, qui suit les rubriques de la Corporate Enforcement Policy, qui donne tous les critères pour l'attribution d'un tel avantage. Et finalement, et donc notamment, premier élément, le Safran's timely and voluntary self-disclosure of the misconduct.
donc l'autodénonciation par Safran en temps utile, sans tarder. Deuxièmement, Safran's full and proactive cooperation in this matter, donc la coopération entière de Safran dans l'enquête. Safran timely and full remediation, donc la remédiation du mal, y compris, et on dit en particulier, le licenciement de la personne physique responsable et même le fait d'avoir retenu la rémunération différée d'une personne ayant déjà quitté l'entreprise et qui avait droit à une rémunération différée, et Safran l'a annulé. Et donc, c'est un atout cité par le DOJ en faveur de l'action de Safran et en faveur de l'idée de lui accorder cet avantage de déclination. Et il y a davantage. Donc, et notamment, le cas de Safran a été cité par le chef de la division pénale du DOJ le mois passé comme un exemple à suivre. Ils ont même créé un programme pilote pendant 3 ans pour inciter les entreprises à faire, et vous allez m'aider, vous qui êtes bilingue, pour un programme pilote pour inciter les entreprises à faire des clawbacks. Alors, clawback, c'est les griffes où on reprend les avantages et l'argent qu'on avait déjà donné à cause du fait que la personne récipiendaire de ces avantages avait commis des fautes qui n'étaient pas connues à l'époque où la société s'est engagée à faire ses paiements. Mais la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est le développement le plus récent chez le DOJ. Le DOJ a créé une nouveauté, le principe de ce qu'il dénomme une présomption de déclination. Il paraît que la déclination n'était pas suffisamment tentante pour les entreprises. Donc là, on leur accorde la possibilité d'avoir une présomption de déclination si certains éléments sont réunis, à savoir l'autodénonciation volontaire, la coopération complète et intégrale avec l'enquête du DOJ, la rémédiation en temps utile. Vous allez voir, vous avez vu, c'est les mêmes éléments, mais maintenant, avant de commencer ces contacts avec le DOJ, on a déjà une assurance dans la politique écrite du DOJ que si, en présence de ces 3 éléments, vous aurez une présomption qu'on vous accorde cette déclination qui n'est pas pénale, c'est une résolution avec tous les avantages que je viens de dénommer. Et pour se faire accorder la déclination, l'entreprise devra dégorger, j'adore ce mot, dégorger tous les fonds et avantages obtenus face au délit dont le DOJ se passe de poursuite. Voilà donc une sanction contractuelle qui ressemble bien à une sanction pénale, y compris avec une sanction financière, mais sans, et je parle surtout à Madame le professeur, sans aucune intervention du droit ou d'un juge ou d'une cour quelconque. Donc, une déjudiciarisation, si j'arrive à le prononcer, évidente. Mais en revanche, la présomption de déclination n'est notamment pas disponible en présence des circonstances aggravantes, dont la participation directe de la direction générale de l'entreprise aux délits incriminés, un bénéfice important réalisé par l'entreprise du fait des actes délictuels, la flagrance ou la généralisation des actes délictuels au sein de l'entreprise. On a intérêt à prouver que c'était juste un abus qui n'était pas généralisé, ou bien la récidive, parce qu'il y a une expression américaine, un droit américain,
tout chien a droit à mordre une fois, mais pas plus. Et donc, si c'est la première fois, on accorde un avantage. Après, non. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quand même aussi les engagements de réduction. Même si on n'a pas la déclination de poursuite, même s'il y a une poursuite, avec l'autodénonciation, avec la coopération, avec la remédiation, on peut se prévaloir d'une réduction d'amende qui peut aller de 50 jusqu'à 70% de la fourchette la plus basse de l'amende autorisée par la loi. Et ce qui peut faire pour des grandes sociétés et des grandes entreprises, ça va leur coûter beaucoup moins cher de résoudre ce qui aurait pu être un très, très grand problème. Donc, puisque l'autodénonciation, dont on entend parler ces 2 jours, est bien la clé de voûte de tous ces avantages, et puisque moi j'estime qu'elle va à l'encontre, et on l'a vu dans les propos tenus par les différents confrères et d'autres participants, elle va à l'encontre des mœurs et de la culture française. Pour terminer ce tour d'horizon, il convient d'énumérer les critères appliqués par le DOJ en évaluant cette autodénonciation. Très intéressant. Premièrement, l'autodénonciation doit se faire au DOJ, pas ailleurs. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dire à la SEC ou aller dire au PNF sans que le DOJ soit associé. Mais avec la coopération accrue entre le PNF et le DOJ, ça peut aller. Mais on ne va pas aller ailleurs, c'est au DOJ. Elle doit se faire sans obligation antérieure à l'affaire. On ne veut pas simplement donner un double avantage à une société qui s'est déjà engagée de faire une dénonciation de ses actes, et puis que le DOJ soit juste auxiliaire. Il faut que ce soit une obligation entreprise pour le DOJ. Cette autodénonciation doit se faire avant tout risque imminent de découverte des faits et avant toute enquête du DOJ déjà en cours. C'est très bien de coopérer. Et donc, je réponds à mon ami Goussens, c'est ce qu'il a dit là, qu'on n'a pas intérêt à aller voir le procureur si le procureur n'est pas au courant. C'est un gros risque aux États-Unis parce qu'on peut imaginer que le DOJ sera au courant et c'est un avantage de venir le voir avant qu'il ne soit au courant. Et donc, cette autodénonciation doit se faire en temps utile et encore un mot qui m'échappe, le timeliness de cette dénonciation, la charge de la preuve de ce timeliness s'impose à l'entreprise, pas au DOJ. Et l'entreprise doit avoir dévoilé tous les faits dont elle a connaissance, sauf ceux recouverts par un secret professionnel. Il y a eu un temps, il y a quelques décennies, où la politique du DOJ était que pour pleinement coopérer, on était obligé d'abandonner le secret professionnel de ses avocats. Parce que je vous rappelle que dans le système américain, le secret appartient uniquement au client, qui peut en disposer comme il veut. Ce n'est pas une obligation de l'avocat tant qu'une obligation, qu'un droit de son client qui peut s'en prévaloir et qui peut l'abandonner s'il veut. Et donc, maintenant, on reconnaît que le secret professionnel doit être protégé et donc on n'a pas à découvrir des choses recouvertes par le secret professionnel. Mais sinon, il faut que la dénonciation soit complète. Et donc, pour conclure, il est évident
avec cette emphase, cette préoccupation sur l'autodénonciation en temps utile immédiate, sans même prendre le temps de faire une enquête interne, que le DOJ préfère sa propre enquête à l'enquête interne peut-être partielle ou orientée que l'entreprise aurait pu faire sinon. Tout en précisant que si l'entreprise fait le choix de diligenter une enquête interne, ce qui n'est pas obligatoire, l'élément de coopération intégrale exige, selon le DOJ, que le produit de cette enquête interne soit communiqué au DOJ. Donc, le DOJ s'alimente des deux côtés, se protège de tous les côtés. Mais en revanche, et j'en termine là, le guide pratique des enquêtes internes anti-corruption publié par l'AFA et le PNF le mois passé loue l'enquête interne comme un outil qui, je cite, contribue pleinement à la lutte contre la corruption et en détaille minutieusement la façon dont elle devrait se faire. Alors que le DOJ, manifestement, préférerait que l'entreprise lui notifie des actes délictuels sans tarder, même le temps de faire une enquête interne, afin que le DOJ puisse lui-même effectuer son enquête complète à sa guise. J'ai commencé avec l'idée que parfois les autorités françaises suivent l'exemple américain. Peut-être est-il simplement question de moyens. Si le PNF disposait des moyens et des ressources du DOJ, il serait peut-être de même avis que sa propre enquête serait la meilleure. Ou peut-être cette approche révèle-t-elle un désaccord fondamental de principe entre ces autorités françaises et américaines. Les intervenants éminents qui m'entourent sont bien placés pour nous le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une vision des États-Unis que, pour ma part, je ne connaissais pas. C'est vrai qu'on va puiser chez vous de temps en temps, hein, et la CRPC a été effectivement une inspiration venant des États-Unis. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on va chercher des réformes. Je pense à la loi sur la procédure restaurative qu'on est venu chercher au Canada. Alors, vous allez nous parler du Canada. Peut-être un mot pour vous présenter et puis nous dire qu'est-ce qui se passe au Canada. Avec plaisir, Gérard. Alors, bonsoir à tous, bonjour à tous. Alors, je suis Nicolette Coste de Sèvres, donc bien évidemment d'origine québécoise pour ceux qui reconnaîtront l'accent. Je pratique depuis 25 ans, dont les 10 dernières années à Paris, bien évidemment membre du barreau de Paris, barreau du Québec et Washington. Une ancienne membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Montréal, secrétaire de l'Ordre, et du barreau du Québec également. Et donc, c'était à l'époque où on négociait justement l'entente de coopération d'échange de reconnaissance entre le barreau du Québec et la France. Et pour ceux qui ont suivi à l'époque les débats, je pense que c'est une transition intéressante avec Stéphane. Le Canada et le Québec qui cherchent toujours à trouver la solution entre les deux, entre le continent nord-américain qui l'entoure, donc ce droit anglo-saxon, cette common-là, et bien évidemment le droit civil, et Québec tout seul au milieu de tout ça, donc la province de Québec, qui elle est une vraie province bijuridique, une des très rares juridictions dans le monde qui finalement navigue entre les deux. Pour nous, les Québécois, c'est très évident. On a certains domaines du droit, comme le droit de la famille, etc., qui sont bien évidemment de compétences civilistes, et d'autres, comme le droit de l'impôt, etc., qui sont plus au niveau fédéral. Donc, je pense que c'est toujours intéressant qu'on essaie de trouver des solutions ou des convergences parfois à certains défis entre la France et même les États-Unis, où le Québec essaie vraiment de puiser des deux. Donc, je pense que ça, c'est la première chose importante au niveau du contexte. La deuxième chose, c'est, avant qu'on rentre dans le fond du débat, c'est bien évidemment le rôle de l'avocat. Alors, au Québec, et voilà, il n'y a pas toujours la meilleure solution, mais bien évidemment, le rôle de l'avocat en entreprise ou pas en entreprise reste un avocat. Pour nous, la question ne se pose même pas. Donc, bien évidemment, c'est comme aux États-Unis. Voilà,
exactement comme Stéphane, donc comme aux États-Unis. L'avocat, lorsqu'il prête serment, devient membre de l'ordre et donc est soumis à toutes les obligations et à toute la déontologie qui s'ensuit, peu importe son employeur. En fait. Il peut exercer en entreprise au Canada. Pour nous, absolument, absolument. Et en fait, même les collaborateurs de cabinets d'avocats sont des employés, même s'ils sont en pratique privée. Ce ne sont vraiment que les associés equity ou les associés capital qui sont indépendants. Mais donc, tous les collaborateurs dans les cabinets canadiens comme américains sont salariés. Et pour nous, même la question, donc, l'indépendance ne pose pas parce que, en fait, même pour souvent travailler dans une entreprise à titre de general counsel ou même de conseiller juridique, il faut avoir un barreau. Et donc, c'est dans la mentalité adopter plus ou moins, si je peux me permettre, qu'un conseiller juridique d'entreprise est indépendant. Et donc, j'en viens au secret professionnel. Et il y a donc le secret professionnel assuré à tous les égards de la même manière qu'il serait dans un cabinet d'avocat. Donc, toutes les conversations au sein de l'entreprise entre son département juridique, et donc à part peut-être les paralegals, mais normalement à 99% pour être conseiller juridique, on demande un barreau souvent. Absolument, absolument, absolument. Mais sur les questions juridiques, c'est comme la même conversation qu'avec votre avocat externe. Je pense que c'est important lorsqu'on rentre dans le contexte des enquêtes, en fait, justement, qu'est-ce qu'on peut aller chercher ou pas. Et vous rencontrez aussi facilement les magistrats du parquet que notre confrère l'évoquait pour les États-Unis? Tout à fait, tout à fait. Et même nos magistrats, de par la structure, sont tous obligatoirement d'anciens avocats. Pour être magistrat au Québec et la majorité des provinces canadiennes, il faut au moins avoir exercé à titre d'avocat pendant 10 ans et ensuite être recommandé par le barreau, un comité du barreau où il y a vraiment tous les représentants aux partis politiques en place qui, jusqu'à maintenant, presque dans la majorité des cas, ont toujours approuvé les personnes. Donc, il n'y a personne qui peut arriver, comme aux États-Unis, c'est un petit peu plus politique aux États-Unis quand même. Mais bon, donc c'est une nomination quand même politique, autant au niveau fédéral que provincial. Donc, le magistrat que vous avez devant vous était à votre place avant. On n'a pas le concept aussi de la manière de procureur, parce que le procureur est aussi un avocat, membre du barreau, et pourrait, après quelques années, décider de devenir avocat de la défense ou, voilà, changer de côté. Voilà, exactement, au juge du siège. Voilà, il pourrait très bien avoir les trois rôles. Et on a vraiment cette égalité. Hein, pour ceux qui ont déjà visité un tribunal canadien ou québécois, vraiment, le procureur qui porte la même robe d'avocat que l'avocat, parce qu'il fait partie du même barreau, donc il participe aux mêmes formations, au même titre, et vraiment exactement au même niveau, un en face de l'autre, devant le juge qui est un ancien associé, voilà, avec qui ils ont pratiqué des années auparavant. Donc, assez intéressant, je pense, dans cet angle-là. Alors, pour parler de la CEGIP, pour ceux qui ont suivi, le Québec, il y a énormément de scandales de corruption, notamment dans le secteur de la construction, qui ont amené à la création d'une unité qui s'appelle l'UPAC, l'unité finalement d'anticorruption, qui réunit plusieurs organismes maintenant et qui est plutôt vue comme un organisme de la police, qui est comme une AFA, mais avec beaucoup plus dedans, si je peux dire. Donc, qui vise à prévenir, à vérifier, à enquêter, et même souvent dans le renouvellement de plusieurs contrats d'entreprises étrangères, c'est elle qui va valider le renouvellement de ce contrat. Donc, on a ça et on a depuis 2018 l'équivalent qu'on appelle en fait un accord de réparation, mais pour l'anglicisme, parce qu'on copie un petit peu la notion américaine, on parle d'un accord de poursuite suspendu. Donc, c'est le Code criminel canadien qu'il a introduit en 2018, notamment dans le contexte de l'affaire SNC-Lavalin. Pour ceux qui ont suivi l'affaire, donc fait de corruption reliée à M. Kadhafi en Libye, qui ont finalement suscité l'intérêt du Premier ministre Justin Trudeau à pousser davantage la mise en place de ce nouvel accord et qui a créé un énorme débat politique. Pourquoi? Parce que SNC-Lavalin, un énorme acteur dans le monde de la construction, notamment au Québec et au Canada, si ces poursuites avaient lieu, si finalement des sanctions potentiellement évaluées, étaient accordées, on évaluait une perte d'emploi à plusieurs centaines de milliers d'emplois. C'était une campagne
politique, renouvellement politique, alors très important également pour le gouvernement. Donc, M. Trudeau a émis de fortes pressions sur notre procureur général. Notre procureur général au Canada, et un peu comme aux États-Unis, Attorney General, est également notre garde des Sceaux. Donc, procureur général, garde des Sceaux et le directeur des poursuites pénales. C'est le même chapeau pour les trois. Et donc, elle a refusé, bien évidemment, et Justin Trudeau a dit, écoutez, il y a un intérêt général, parce que si SNC-Lavalin finalement ferme ses portes, énorme nombre de pertes d'emplois. Donc, essayons de négocier. On a un nouvel outil qui vient d'arriver il y a quelques mois. Et elle, bien évidemment, Kathleen Roussel s'appelait-elle, l'a très mal pris. Il y a eu plusieurs ensuite visites du Premier ministre, plusieurs écrits, et elle a dénoncé donc un conflit d'intérêts grave du gouvernement qui incitait finalement à aller contre plus ou moins l'intérêt public en essayant de blanchir, c'est un petit peu comme ça que ça a été présenté par les médias aussi, de blanchir SNC-Lavalin en l'évitant les poursuites. Et pourquoi? Parce que je pense que le concept de cette CJIP canadienne n'était pas encore très bien compris, qu'on soit d'un côté ou d'un autre. L'intérêt général, ce qui est intéressant en fait dans ce concept, c'est que l'intérêt économique a été rajouté à l'évaluation de l'intérêt général, mais à l'exception des actes de corruption. Donc, lorsqu'il s'agit de corruption, on ne peut pas invoquer l'intérêt économique du pays. Donc, ici, bien évidemment, cet intérêt ne pouvait pas être invoqué. Il a été invoqué dans d'autres cas. Pour l'instant, il n'y a eu qu'une APS qu'on appelle donc l'accord de poursuite suspendu qui a été signé avec SNC également, mais pour d'autres faits, donc en 2022. Et dans ce contexte-là, en fait, je pense que c'est très intéressant à constater aussi. La personne physique ne fait pas partie de la CJIP canadienne. Par contre, on a l'équivalent d'une CRPC, qui est la reconnaissance préalable de culpabilité, qui, bon, n'est pas exactement pareil, mais qui est quand même possible à négocier. Donc, je pense que au niveau de la CJIP canado-québécoise, parce qu'elle est au niveau canadien, je pense que c'est intéressant de voir comment elle va évoluer également. Pour l'instant, elle a été très, très peu utilisée, justement, qu'une seule fois depuis 2018. Si on compare au nombre de CJIP en France depuis 2017, je pense que c'est une grande différence. Au niveau du secret professionnel, juste vraiment 30 secondes, je pense qu'au niveau du secret professionnel également, le Québec et le Canada est allé puiser encore entre les pays anglo-saxons, donc les États-Unis et tout l'Ouest canadien, et bien évidemment la France, pour en arriver à un secret professionnel qui, bien évidemment, appartient aux clients, mais qui, je pense, contrairement à la France, où c'est vraiment un secret quasi déontologique, au Québec, c'est plutôt, et au Canada, un secret relié à la preuve. Donc, si ensemble, avec le client, il est décidé de le lever, l'avocat peut bien évidemment l'invoquer et le lever. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est moins ancré. Par contre, c'est pour ça qu'on parle du privilège du secret professionnel au Québec, qui ressemble au privilege. Pourquoi le privilège? Parce que c'est vraiment plutôt négocier presque avec l'avocat. Et maintenant, de plus en plus, au Canada, on parle presque d'un secret quasi constitutionnel dans la Constitution canadienne. Encore, n'oublions pas qu'au Canada, on est une confédération, donc on n'est pas une fédération d'États, mais une confédération où on a chacun nos gouvernements et chacun quelque part l'indépendance et chacun même leur procureur général pour chaque province, l'équivalent de chaque État, du droit aussi assez différent, une AMF, l'équivalent de l'AMF, 10 AMF au lieu d'une. Donc voilà, toujours cet objectif d'harmonisation et bien évidemment le Québec qui regarde toujours ce que la France fait pour essayer de trouver ce juste milieu. Donc voici à peu près les grandes lignes. Je pense qu'il y a énormément de choses, on pourra en parler toute une journée, mais juste un petit aperçu est bien évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions à ce sujet. Et voilà, faire d'écouter mes collègues sur la version française. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'au Canada, aux États-Unis, on a des contacts simplifiés avec des magistrats du parquet. Et je rappelle qu'ici, ce n'est pas toujours très, très simple. Il y a aussi donc en Europe des choses qui peuvent nous apporter des enseignements. Peut-être Éric Rousseau? Oui, à vous de jouer. Merci, bonjour. Alors moi je vais plus d'ailleurs axer mon propos sur
la place de l'avocat dans la justice négociée aujourd'hui, en France aussi, avec évidemment des points de comparaison, quelques points de comparaison avec ce qu'on peut observer dans les procédures américaines ou britanniques, des deux côtés. Et puis comme de la même manière que Steven, je partage le fait d'avoir un passé de procureur, ça me permet aussi de pouvoir faire un point de comparaison entre ce que sont les attentes des régulateurs et quel est le rôle de l'avocat pour le compte de son client. En fait, comme ça a déjà été dit, si on regarde un petit peu la situation en France et puis dans d'autres pays plus anglo-saxons, États-Unis, Royaume-Uni en particulier, qui sont ceux sur lesquels moi j'ai plus l'occasion de travailler actuellement. On parlait tout à l'heure de convergence. On parlait du fait que la France, finalement, est très inspirée par le dispositif américain, anglais aussi d'ailleurs à certains égards. En fait, pour moi, c'est un mouvement qui est totalement naturel. Et comme à l'époque où j'étais au PNF, où on articulait la montée en puissance de cette justice négociée dont on parle aujourd'hui, l'idée, c'était bien de trouver un système qui permettait justement de trouver cette convergence. Donc, en fait, il n'y a rien d'étonnant à ce que les procédures, même s'il y a des spécificités législatives, réglementaires, il n'y a rien de surprenant au fait que les pratiques de ces procédures convergent, parce que c'est justement tout l'intérêt du système. La difficulté dans laquelle se trouvait auparavant à l'époque, le PNF n'existait pas, mais le parquet français, face à l'existence de procédures négociées aux États-Unis ou ailleurs, c'était justement le fait qu'il n'était pas, comme on disait à l'époque, il n'était pas invité à la table des négociations, parce qu'il n'y avait pas de système qui permettait de négocier ça, de négocier des accords de ce type en France à l'époque. Ce qui fait qu'on avait d'un côté une procédure qui pouvait se dérouler de manière assez rapide et efficace, avec aussi les travers qu'on peut mentionner aux États-Unis et puis plus récemment au Royaume-Uni, et d'autre côté, une procédure qui se déroulait de manière tout à fait traditionnelle, avec une opposition défense-procureur, action publique, qui amenait souvent à des procédures plus longues, et d'ailleurs pas toujours à des résultats qui étaient jugés satisfaisants du côté judiciaire. Donc on est dans une convergence des pratiques qui est absolument, je pense, assumée du côté des autorités, voire revendiquée, dans un objectif d'efficacité. Et d'ailleurs, quand on se place cette fois-ci du côté de la défense, on est souvent aussi à la recherche de cette convergence. Parce qu'il n'y a rien de pire pour l'avocat que d'avoir à composer avec plusieurs systèmes qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. C'est parfois même encore le cas en Europe, avec des législations qui ne sont pas toujours tout à fait superposées. On est loin d'une parfaite harmonisation des procédures et des pratiques en matière pénale en Europe. Et du coup, ça cause aussi un certain nombre de difficultés dans la pratique aujourd'hui quand il faut articuler une procédure qui est à la fois suivie par un procureur français, par un procureur allemand, par un procureur britannique. Ça rend beaucoup plus difficile, je vais dire, un atterrissage favorable pour l'entreprise. Donc pour moi, cette convergence, elle est bénéfique. Et du coup, elle aboutit aussi à une certaine forme de convergence de ce que peut être le rôle de l'avocat dans ces différentes procédures, puisque finalement, les autorités, peu ou prou, en attendent à peu près la même chose. La différence essentielle, à mon sens, c'est qu'avec l'introduction de la CJIP en France, il y a eu évidemment un changement complet de paradigme. Ça a été beaucoup dit à l'époque. On est passé d'une justice relativement binaire, avec une partie qui gagne et une partie qui perd, pas toujours la même, mais enfin, il y a souvent un gagnant et un perdant, et un peu une partie d'attaque-défense, à un système dans lequel finalement l'avocat n'est plus seulement en opposition au parquet, mais joue aussi un rôle de partenaire. Alors après, cette notion de partenaire, elle ne veut pas dire que l'avocat est totalement déconnecté des intérêts de son client. Il discute avec le procureur, il échange avec lui, mais toujours dans l'intérêt de son client. Et cette fonction-là est évidemment très importante. Je relisais en préparant cette séance quelques déclarations qu'avait fait Jean-François Bonnert, que vous avez écouté ce matin ou hier, je ne sais plus. Mais,
Jean-François Bonnat récemment disait que finalement, au terme de justice négociée ou justice transactionnelle, il préférait le terme de justice d'adhésion. Alors, c'est un terme qui interroge un peu le terme de justice d'adhésion, parce que quand on parle de CEGIP, finalement, on parle de quoi? On parle d'un contrat. Et quand on parle d'un contrat d'adhésion, on parle finalement d'un contrat dont on ne négocie pas les clauses. Alors, est-ce que ça veut dire que dans la conception aujourd'hui que le PNF se fait de la CEGIP, il s'agit d'un contrat dont finalement l'entreprise n'aurait d'autre choix que d'accepter l'ensemble des clauses, et finalement ça réduirait la négociation à pas grand-chose. C'est peut-être parfois le sentiment qu'on peut avoir, parce qu'il est vrai un positionnement du PNF, là aussi je crois assez assumé, qui consiste à dire que finalement c'est une faveur qui est faite à l'entreprise que de lui accorder la négociation et la conclusion d'une CEGIP plutôt qu'un procès en bonne et due forme, et que donc cette faveur a un prix et que le prix est fixé par le PNF. En réalité, je l'ai vu en pratique, je l'ai pratiqué, il y a quand même davantage de marge que cela pour la négociation. Je pense que ce terme de justice d'adhésion, il emporte davantage l'idée que le PNF va rechercher aujourd'hui une idée de consensus, une idée d'une justice qui est acceptée parce qu'elle a été justement négociée, même si finalement il en revendique moins le terme. Et de ce point de vue, on se rapproche aussi davantage de ce qui est prévu, par exemple, dans le système anglais aussi. Quand on regarde le Code of Practice du DPA au Royaume-Uni, il y a constamment l'idée que tout ce qui est soumis à la validation du juge, qui au passage joue un rôle beaucoup plus important dans le système britannique que le juge français pour l'instant, pour ce qui concerne à la fois l'opportunité du recours au DPA, l'importance de l'intérêt public, également évidemment l'importance de la sanction avec des lignes directrices qui s'imposent aux juges, pas seulement au parquet, au Royaume-Uni. Donc ça induit un système de discussion et de négociation entre les avocats et l'autorité de poursuite qui est totalement différent derrière. Quand on regarde dans ce système, il y a davantage l'idée que les éléments qui sont soumis par les parties, même si formellement ils le sont par l'autorité de poursuite, doivent davantage résulter d'un consensus. Ça n'exclut pas le fait qu'en réalité, dans la négociation qu'il a avec l'autorité de poursuite, par exemple avec le SFO, l'avocat ressent bien la différence de poids et il ressent bien également le rapport de force qui s'exerce avec toujours cette menace plus ou moins en filigrane que de toute façon, si la négociation n'aboutit pas, elle se terminera par des poursuites devant le tribunal. Alors, le rôle de l'avocat dans ces différentes pratiques de justice négociée, il dépend évidemment aussi de la culture des avocats. Ça a déjà été dit plusieurs fois. Dans d'autres systèmes que le système français, les juges, les procureurs sont des avocats. La France a fait un système différent et dont il résulte forcément une certaine forme de, peut-être pas d'opposition, mais au moins parfois de défiance. Et peut-être d'ailleurs que la justice négociée est un des facteurs qui contribuera, peut-être aussi comme les réunions d'aujourd'hui qui réunissent finalement des magistrats et des avocats, qui contribuera à davantage accroître la confiance entre les uns et les autres. Mais il y a quand même cette idée, parfois, que finalement, on ne peut pas faire totalement confiance à ce que dit l'avocat. Non pas à raison de l'avocat lui-même, mais parce que l'avocat est le porte-voix de son client et que donc, en fait, c'est finalement le rapport de confiance un peu dégradé est aussi vis-à-vis entre le procureur et le client. Et là-dessus, il y a parfois, du coup, il en découle aussi des prises de position qui sont totalement différentes entre le dispositif anglais ou américain et le dispositif français. Récemment, on a vu, à l'occasion des lignes directrices ou guide méthodologique sur l'enquête interne, quelque chose qui, je crois,
surpris, étonné ou contrarié beaucoup d'entre nous, c'est le fait que dans ce guide, il est indiqué que l'avocat qui conduit l'enquête interne ne peut pas être l'avocat qui assure la défense, ne devrait pas être l'avocat qui assure la défense pénale de l'entreprise. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter de ça avec des associés américains qui ont trouvé ça pour le moins étonnant. Et quand on dit étonnant, c'est pour ne pas employer le mot stupide ou aberrant. C'est typiquement une prise de position qui, sous couvert de protection, de préservation des conflits d'intérêts, pour moi, est une marque de défiance totale et qui est finalement, pour moi, assez peu compréhensible. D'abord parce que je pense que ailleurs qu'en France, il pourrait paraître assez surprenant qu'une autorité prenne position sur le choix de l'avocat. Or, c'est bien ce qui est fait dans ce guide au travers de cette petite phrase qui se trouve en page 18 du guide, mais qui dit beaucoup. Par ailleurs, ça revient quand même en pratique à vouloir empêcher l'entreprise de prendre pour défenseur celui qui connaît le mieux les problèmes sur lesquels l'autorité enquête. Donc ça, c'est quand même aussi pour le moins étonnant et c'est pour le moins pas très favorable, il me semble, à une justice d'adhésion, si c'est ce qu'on recherche. En plus, d'un point de vue pratique, ça revient quand même à demander à ce que l'avocat, qui serait le défenseur dans le cadre de la procédure pénale, endosse les résultats d'une enquête interne qu'il n'a pas conduite lui-même. C'est quand même quelque chose qui aussi peut éventuellement poser des difficultés. Mais il y a d'autres difficultés pratiques et qui, pour le coup, à mon sens, seraient également de nature à poser des difficultés pour l'autorité de poursuite elle-même, pour le PNF par exemple. C'est le fait que dans l'hypothèse où l'enquête interne est conduite en parallèle de l'enquête judiciaire, et dès lors que le PNF dit que dans le cadre de la justice négociée, il attend une adhésion, une coopération pleine et entière de l'entreprise, elle aboutirait finalement, cette situation, si elle était appliquée, à ce que l'avocat enquêteur ne soit pas celui qui communique avec le PNF. Donc celui qui doit coopérer n'est pas celui qui communique avec le PNF. Donc ça veut dire, enfin, on voit au travers de ces différents exemples pratiques à partir de cette réflexion la difficulté que pourrait soulever la mise en œuvre de cette idée qui, pour le coup, ne trouve pas d'équivalent dans les systèmes étrangers, en tout cas à ma connaissance, et qui imposerait une distinction entre l'avocat enquêteur et l'avocat défenseur. Donc ça, c'est un point de réflexion. On verra en pratique quelle sera l'importance que le PNF ou l'AFA accorderont effectivement à ce point. En dehors de ça, que je disais tout à l'heure, du fait de cette convergence entre les systèmes, le rôle de l'avocat dans les différents systèmes justement de justice négociée est relativement comparable. Il peut y avoir quand même une différence qui est très importante, c'est qu'à ce stade, pour l'instant, en France, même si on a beaucoup parlé, je crois, d'auto-révélation, de dénonciation volontaire, etc., ce n'est pas encore en France un critère tout à fait déterminant dans le fait de pouvoir bénéficier d'une CJIP. La meilleure preuve, il me semble, c'est que sur l'ensemble des CJIP qui ont été conclus par le PNF ou par le parquet de Paris depuis début 2017, je pense qu'il n'y en a pas une seule dans laquelle il y a vraiment eu il y a peut-être une dans laquelle il y a eu une vraie autodénonciation de l'entreprise au PNF. Donc en fait, ça démontre bien que pour la France, c'est pas encore un critère absolument déterminant. Ça le deviendra peut-être, mais si le PNF décide de durcir sa ligne sur ce point, par exemple. Dans le système anglais, dans le système américain, c'est beaucoup plus important. Et là, l'avocat, avant même la phase de négociation, a un rôle important à jouer parce que c'est celui de savoir est-ce qu'il faut aller voir les autorités. On a bien vu que sur ce sujet, les points de vue peuvent diverger selon la sensibilité qu'on peut avoir, plus à destination d'une défense pénale classique, du type pas vu, pas pris, ou une défense qui serait plus axée sur l'anticipation du
du risque d'être pris, justement, compte tenu notamment du développement des moyens de renseignement qu'évoquait par exemple tout à l'heure Jérôme Simon quand il parlait de TRACFIN et des moyens renforcés dont disposent aujourd'hui les autorités pour détecter la commission des infractions, y compris en matière fiscale. On l'a vu aujourd'hui avec l'histoire des piscines qui sont photographiées ou pour lesquelles l'administration fiscale utilise des photos aériennes désormais pour détecter les piscines non déclarées. Voilà. Ce n'est pas un moyen de recherche absolument époustouflant, mais en pratique, il semble que ça marche et ça peut peut-être aussi nourrir de manière plus sérieuse une réflexion sur cette question de l'anticipation des poursuites et des risques. Et en tout cas, l'avocat a, à mon sens, un vrai rôle à jouer là-dessus pour aider son client à prendre la bonne décision. Je crois qu'il reste plus beaucoup de temps, donc je vais aller très vite et puis je répondrai aux questions s'il y en a. Je crois que pendant la négociation, de plus en plus, et ça pour le coup c'est une ouverture intéressante du PNF dans ses dernières lignes directrices, je pense que l'avocat aura un rôle à jouer plus important que celui qu'il a pu jouer antérieurement. Aujourd'hui, avec par exemple, si on prend les critères qui sont définis par le PNF autour des facteurs majorants et minorants pour la négociation de l'amende, il me semble que l'avocat peut avoir un rôle plus important parce qu'il y a autour des fourchettes qui sont définies, il y a une possibilité de discussion qui va s'instaurer, qui était plus compliquée avant parce que tout simplement on ne connaissait pas très bien les facteurs qui étaient retenus par le parquet pour négocier. C'était pour le coup plutôt un avantage pour le parquet, ça lui donnait beaucoup de souplesse dans la manière dont il calculait ses amendes. Aujourd'hui, il a conservé une partie de cette souplesse parce que justement par l'existence de ces fourchettes, mais en réalité, il ouvre, en publiant ces éléments, il ouvre aussi la possibilité d'une discussion dans laquelle, à mon sens, l'avocat français doit aujourd'hui pleinement s'insérer. Et c'est d'ailleurs, pour le coup, également le fait dans les systèmes étrangers qui reposent eux aussi sur ces notions de coefficient. Voilà, il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire, mais j'ai choisi quelques points un peu spot sur lesquels on pourrait discuter. Alors, merci beaucoup. Je n'avais pas dit, je vous ai laissé le dire, que vous étiez, avant d'être avocat, vous aviez une autre vie, celle de magistrat du parquet. Et donc, c'est vrai que l'approche que vous pouvez avoir aujourd'hui, elle a aussi une histoire et vous connaissez aussi l'autre versant. Et c'est vrai que je comprends qu'il va y avoir pour les avocats un travail à faire pour guider les entreprises ou en tout cas leurs clients et aussi savoir frapper à une porte, celle d'un magistrat. Je le dis comme une anecdote, il existe encore, notamment à l'instruction, lorsqu'on arrive et qu'on dit à Madame le greffier, je voudrais voir Madame le juge ou Monsieur le juge, le greffier dit, mais Madame le juge ne reçoit pas les avocats. Et je vois au travers des difficultés ou des facilités que vous avez dans vos pays Canada, une des difficultés à la française va être aussi que les magistrats du parquet acceptent de nous recevoir pour justement frapper à leur porte et peut-être tirer par la manche un client qui souhaiterait aborder une négociation. Est-ce qu'un juge du siège français recevrait un avocat sans son adversaire? Oui. Oui, mais l'argument qui nous est opposé, c'est de chez nous, c'est impossible. Oui. L'argument qui nous est opposé souvent, mais qui est un faux argument, est de dire il ne vous recevra qu'avec l'avocat de la partie civile, par exemple. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a notre confrère Alexis Bavito. Vous êtes aussi maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3, ou dans l'autre ordre, comme vous voulez. Alors, comme vous voulez, allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Un mot pour remercier Mathieu Boissavy, qui est le véritable chef d'orchestre de cette journée. À l'université, on a l'habitude d'organiser des colloques. J'en organise parfois sur une journée et c'est toujours très lourd. Tu en as organisé sur 2 jours avec des panels aussi importants. Ça fait beaucoup de monde. Tu as pris le soin à chaque fois de faire des visio-préparatoires de table ronde, ce qui n'est pas toujours le cas. Dire, on est encore 146 en ligne. C'était énormément de travail.
Et merci pour cette organisation, cher Mathieu. Le tout sous le regard éclairé de Marianne Frison-Roche, qui découvre avec d'autres et défriche ce monde nouveau de la compliance. Et c'est très stimulant pour un jeune universitaire de rencontrer comme ça des collègues aussi engagés. Cette table ronde, donc, elle porte sur l'analyse comparative internationale de la justice pénale, il n'y a pas le mot pénal, négocié, et la prospective. Il avait été convenu que j'interviendrais sur la partie prospective. Je n'ai pas trop de prétentions. C'est en droit surtout une tâche qui est très difficile, tant les voies du législateur sont impénétrables. D'autant plus difficile que cette justice pénale négociée, elle n'est pas toujours le fruit d'une décision politique arrêtée, exprimée et assumée. Le législateur intervient en mode impressionniste, pour reprendre l'expression d'un de mes collègues, Jean-Marie Brigand. Sapin 2, c'est le ministre Sapin, nouvellement en fonction, qui a un rendez-vous avec son homologue aux États-Unis. Son homologue lui dit « Mais nous faisons le boulot que vous ne faites pas ». Il revient en France et avec tout son talent, il fait cette loi. Ensuite, il y a bien sûr cette toile qui s'étend au fur et à mesure des réformes successives, et sans que ce n'était précédé évidemment d'une pensée d'ensemble qu'on ajoute par greffe, fraude fiscale, environnement, en étant sur le schéma de la procédure pénale. De telle sorte qu'en la matière, le régime juridique précède la nature, établit des choses. Ce droit est en grande partie ce qu'en fait la pratique. Amené à faire doctrine, il y aurait, ou il y a, on la cherche, c'est normal, c'est naissant, une doctrine de la pratique. Je crois même que le langage utilisé par la pratique peut influencer le droit. Le droit est une science du langage. Et le langage utilisé est très original pour un pénaliste. On parle de manquement et pas d'infraction. Alors, c'est amusant parce que la loi parle de mesures ou d'obligations. J'ai noté aujourd'hui que la pratique parlait de peine, alors elle se reprend, mais quand elle parle de peine et qu'elle se reprend, elle parle de sanction quand même, ce qui n'est pas ce que dit la loi. De cette manière, j'ai l'impression que la loi est même plus courtoise, plus agréable envers le justiciable que ne l'est le praticien, tout simplement parce que la loi est impuissante lorsqu'elle s'éloigne trop de la réalité. Et je crois que cet tâtonnement de langage montre que la pratique redonne à la CJIP ce qu'elle est, c'est-à-dire sa dimension pénale, même si c'est quelque chose de nouveau, c'est une dimension pénale. Et donc, en ce sens, je suis très intéressé par ce qui a été dit sur la déclination. Alors, il a été peu question de droit de la défense, et c'est vrai que c'est un sujet de colloque quand même très resserré. Existe-t-il d'ailleurs ce sujet parce que le sujet, c'est les droits de la défense dans la justice négociée et parfois justice pénale négociée. Il en a été peu question. J'ai repris alors Ortolan. Dans les éléments de droit pénal, il écrit « Les droits de la défense sont un droit qui n'a besoin d'être écrit nulle part pour appartenir à tous. » Voilà, rassuré, même quand il n'y en a pas, il y en aurait. Mais il ajoute « Sans ce droit exercé largement et librement, la justice pénale n'est pas justice, elle est oppression. » Alors, les droits de la défense, qu'est-ce que c'est? C'est le droit au silence, à la présomption d'innocence. En ce sens, on a entendu que s'auto-révéler n'empêche pas qu'on a le droit de ne pas s'auto-incriminer. En ce sens, le droit de la défense serait sauf. Le droit d'être assisté et représenté par un avocat, faire valoir ses arguments. Là, la loi ne dit rien, mais la pratique nous dit il n'y a pas de problème, il y a toujours un avocat, et donc en ce sens, on fait du droit de la défense sans que la loi l'impose. Le droit d'être informé des poursuites, le savoir est un pouvoir, échanger sur le dossier. Je dirai un mot là-dessus, je crois qu'on peut évoluer, avancer sur ce point dans la justice pénale négociée. Et le droit à un tribunal indépendant et impartial, le droit des recours, et là, il faut bien le dire, on a peu de perspectives. Les mots ont un sens après la thèse de ma collègue Madame Cabon, qui est ici sur la négociation et qui était effectivement à une date incroyablement précoce. Il y a eu aussi beaucoup de travaux sur la contractualisation du droit pénal, jusque tout récemment un colloque à la Cour de cassation avec cet intitulé. Parce que ça a été dit à plusieurs reprises, en ce qui me concerne, je crois que la CRPC et la CJIP sont deux choses qui sont très différentes. Je crois que la CRPC, ce n'est assurément pas une contractualisation, c'est un acte effectivement d'adhésion. Je te propose quelque chose, alors l'avocat peut parler parfois avant la proposition du procureur, c'est pour formuler des observations, hein, c'est pas pour négocier, mais tu prends ou tu laisses. En ce sens, c'est un acte unilatéral d'adhésion. S'il faut absolument faire une comparaison avec le droit civil, parce qu'on parle de contrat,
effectivement, la CRPC, on n'est pas dans un contrat, on est dans un acte unilatéral d'adhésion. Il n'y a pas de conciliation d'intérêts contradictoires. En revanche, avec la CGIP, personnellement, je fais le choix aujourd'hui, mais je me questionne de parler de négociation. Et c'est pour ça que quand le PNF dit la justice négociée ou d'adhésion, c'est quand même pas deux synonymes, c'est quand même des choses différentes. Vraiment, on est peut-être au milieu du pont, on peut continuer de choisir, peut-être que c'est trop tôt pour choisir, mais en tout cas, c'est pas deux synonymes, il faut à un moment choisir. Moi, je parle de négociation pour la CGIP, des témoignages que je peux en avoir, même si effectivement le parquet donne à voir parfois, en n'hésitant pas à des mesures offensives pendant la négociation pour mettre la pression. Ça reste, on peut négocier les choses, la durée du monitoring, on peut négocier l'amende, on peut négocier le champ, il y a beaucoup de choses à négocier. Ça reste une faveur, une mesure gracieuse, d'ailleurs, même si la loi ne l'impose pas, il y en aura plus souvent qu'une fois. D'ailleurs, là, puisqu'on parle de prospective, alors parfois on parle de loi Sapin 3, même si le ministre éponyme a pris sa retraite politique, il est devenu confrère, il faudra trouver un autre nom. Hein. Donc il y avait eu la proposition de loi Gauvin. La proposition de loi Gauvin, elle contenait, en 2021, elle contenait un titre 2, la justice pénale négociée. Il n'était question que de CGIP. Donc, moi, je pense que la prospective, elle va vers l'extension. Le PNF de la précédente table ronde nous a dit que c'était un risque à son sens, mais je crois que ça va vers son extension et vers ça, et dès lors, il faut la consolider. Malgré les voix qui peuvent être critiques sur le souverainisme, table ronde très intéressante ce matin sur les critiques sociologiques, évidemment, cette justice feutrée qui serait réservée aux puissants, argument qui est de plus en plus mis de côté par les questions d'efficience, par ce trophée de 3,7 milliards d'euros, sans compter 3,7 milliards d'euros rapportés par le PNF, c'est sans compter les dommages et intérêts, notamment pour les CGIP dites fraude fiscale. Donc, face à ce débat sur le juste, effectivement, l'efficience l'emporte. Et donc, dès lors, ces critiques existent, mais il devait y avoir une nouvelle proposition Sapin 3, qui pourrait d'ailleurs être prochainement déposée à l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Celle-ci pourrait aller dans le sens de la proposition de loi Gauvin, et ce serait donc celle d'une extension de la CGIP, qui n'est acceptable qu'avec sa consolidation, en particulier des droits de la défense. Alors d'abord, très rapidement, l'extension. L'extension, c'est avant tout celle du procureur. Les travaux du professeur Marie-Anne Frison-Roche ont déjà démontré que le procureur occupait une place prépondérante, parfois celle du juge. L'extension, elle pourrait être dans le domaine de la justice négociée. Il est question de l'étendre la CGIP au favoritisme. Il est question de porter le monitoring à 5 ans pour l'aligner avec la peine de mise en conformité. Monitoring qui, d'ailleurs, on parle de mots, ne voyez pas là des questions d'universitaires qui cherchent la qualification, on cherche une nature, on cherche à qualifier face à des choses qui sont nouvelles et qui existent, les faits précèdent le droit. Moi, je crois que ce monitoring, d'ailleurs, parce que je suis pénaliste, je connais les peines et les mesures de sûreté, je crois que ce monitoring est une mesure de sûreté. Et que dans des propositions futures, et dans la proposition de loi Gauvin, il était question qu'on puisse faire évoluer la mesure de monitoring dans le temps, en fonction de comment est-ce que l'entreprise va réagir face à ce monitoring. La peine, ce que j'enseigne à mes étudiants de deuxième année, c'est que la peine est fixe. La mesure de, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions là-dessus, la mesure de sûreté est modulable. Le monitoring, on nous dit souvent que c'est une peine, je crois que c'est une mesure de sûreté. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé de prévenir l'infraction avant même l'infraction. Alors là, on est peut-être, on voyage un peu chez les Italiens, je ne sais pas. On est dans la mesure de sûreté. Et donc, c'était dans la proposition de loi Gauvin que de pouvoir moduler dans le temps le monitoring. Surtout, je crois que l'extension pourrait opérer par généralisation. On l'a déjà vu avec l'environnement, avec la fraude fiscale. Et je dirais même là, c'est le provincial qui parle, puisque j'ai le bonheur de vous rejoindre depuis Lyon. Alors, on dit plus provincial, on dit territoire. Alors, c'est le terrien qui vous parle. Monsieur Bonnert nous a dit que, très justement, l'action du PNF ne se résume pas aux 15 CGIP conclus en matière de probité. On sait toute sa compétence, pénal boursier, pénal de la concurrence.
pénale électorale, grande fraude fiscale. À l'inverse, la CJIP n'est pas l'instrument du PNF. On l'a bien vu avec l'environnement, mais le PNF a conclu 15 des 22 CJIP probité quand même. Il y en a 34 en tout en prenant en compte l'environnement. Il en reste 7 des CJIP probités qui n'ont pas été conclus par le PNF, 3 à Paris, 3 à Nanterre. Une à Nice. Je crois que la CJIP, qu'on le veuille ou non, n'est ni réservée à la capitale, d'ailleurs de ma région Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être pourrait-on en voir apparaître d'autres, mais la foi du palais, pour l'instant, ne nous permet pas de le savoir, ni aux gros sous d'Airbus. D'ailleurs, on parle de 3,7 milliards comme un trophée. Plus de la moitié de cette somme récoltée vient d'une seule CJIP. Airbus, qui a récolté plus de la moitié de ce trophée. Mais à côté, j'ai repris là, il y a le cabinet de maître David Applebaum qui a publié très récemment, qui était là ce matin, qui a publié très récemment des tableaux un peu statistiques sur les CJIP. On y apprend, donc le chiffre vient de son travail, que 16 CJIP concernent 1%, 7 CJIP cumulés, additionnés, font 1% de ces 3,7 milliards. Donc même chez moi, dans ma province, en fait, avec nos petits sous, la CJIP, elle concerne aussi les petits sous. Et donc, extension, généralisation de la CJIP, que l'on voit et que l'on voit déjà avec l'environnement. Extension du juge, ça, on l'espère, mais on ne la voit pas. Malheureusement, je regrette amèrement que la motivation des ordonnances de validation ne soit pas à l'agenda, même si on entend que l'homologation n'est pas la validation, mais le rôle du juge, cela a été dit, est essentiel pour vérifier, comme en matière de CRPC, que la procédure est conforme à l'intérêt public par rapport au procès pénal et que la proposition est conforme à la personnalité du délinquant, fût-elle une personne morale. En ce sens, puisqu'on parle des droits de la défense, ça a été dit ce matin, vérifier que les droits de la présomption d'innocence de la personne physique ne soient pas atteints, tout ça, ça doit être sous le regard du juge, et cela, on ne le voit pas poindre ni dans ce qui est exprimé, ce qui est demandé, ni chez les praticiens, ni d'ailleurs dans la proposition de loi Gauvin, ça n'était pas. Seule cette motivation permettrait d'expliquer en quoi la CJIP n'est pas que le contournement du procès pénal et l'entre-soi des puissants. Il faut pouvoir justifier, et c'est le rôle du juge de validation de la proposition. Alors surtout, maintenant, consolidation. La volonté, on l'a bien compris tout au long de la journée, la volonté du procureur, et puis on a compris que c'était un peu la volonté de tout le monde, presque tout le monde, de beaucoup, en tout cas, c'est une volonté qui était majoritaire, est de favoriser la révélation spontanée des faits. Il n'y arrivera que si le législateur renforce les droits de la personne morale au cours de la négociation. Il faut un équilibre des pouvoirs. On peut tout à fait transposer à la procédure pénale Montesquieu. On sépare les pouvoirs, et c'est ce qu'avait fait Muriel Damas-Marty en son temps. Et d'ailleurs, je crois qu'on pourrait bien être surpris peut-être de trouver à l'avenir peut-être davantage de droits de la défense dans la négociation que dans l'enquête préliminaire classique. Je vise notamment par là l'accès au dossier. Dans les lignes directrices de janvier 2023, l'entrée en négociation est désormais formalisée par un écrit du parquet. C'est un très bon début. C'est une très belle nouvelle. C'est un très bon début pour doter cette phase de négociation d'une phase intermédiaire, lui appliquer un régime avec des droits, notamment l'accès au dossier, de négociation. La justice négociée n'est pas plus rapide que la justice classique. Je n'ai pas fait vraiment de comparaison. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'elle est lente. Et c'est que les négociations sont très longues. Alors, dans le tableau de notre confrère qui s'est exprimé ce matin, que son cabinet a réalisé, je pense qu'il a pris en compte les instructions éventuelles auparavant, les enquêtes préliminaires. Bon. Mais on est sur des négociations qui sont souvent très longues et qui durent plusieurs années. Et le procureur, le PNF d'ailleurs, dit bon, parfois on donne un peu à voir, petite saisie pour mettre un peu la pression. Et cette longueur n'est pas d'ailleurs forcément critiquée.
Mais dès lors, il faut qu'il y ait un régime, et notamment l'accès au dossier de la procédure. Autre élément très attendu, je le crois, alors ça, on n'a pas encore parlé aujourd'hui, je crois que c'était dans la proposition de loi Gauvin, et je trouve que c'est une bonne idée, il faut pouvoir permettre au procureur de la République de demander, avec l'accord de la personne morale, la nomination d'un mandataire ad hoc ou, selon la taille de l'entreprise, d'un comité spécial pour représenter la société dans le cadre de la négociation de la convention. L'idée, évidemment, c'est de faire cesser des conflits d'intérêts dans le cas où certains dirigeants seraient impliqués dans les faits pour lesquels la personne morale est mise en cause. Enfin, renforcer les droits de la défense, c'est renforcer les protections applicables aux documents et aux informations transmises par la personne morale au cours de cette négociation. C'est déjà présent dans les lignes directrices janvier 2023, mais la loi doit préciser les choses. Il faut effectivement des règles de droit pour pas que cela soit laissé à la libre entente des gens bien éduqués, qui n'est effectivement rien d'autre que finalement l'état sauvage, même policé, hein, sauvage quand même. Il faut effectivement que ce soit la règle de droit qui prévoit le sort donné à ces documents. Et cela ne peut pas rester, cela ne peut pas être, en tout cas au stade de la loi, seulement une confidentialité, une protection en l'absence de validation, la CJIP ne serait pas validée, ou en cas de rétractation de la personne morale. Il faut étendre cette protection au cas où la personne morale soit renonce à la conclusion de la CJIP au cours de la négociation, ou soit refuse la proposition qui lui est faite par le procureur. Et une protection effective préciserait, mais dans la loi, que les éléments concernés sont ceux transmis au cours de la période de négociation et pas seulement au moment de la proposition de la convention. Il y a quelque chose qui me marque aussi dans tous ces débats, et j'en finirai par là. On a parlé de ces gens bien policés, qui se faisaient confiance entre eux, qui se connaissaient. Le PNF a toujours dit que la confiance était cardinale. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas l'entre-soi, qui est la foi du palais, qui n'est pas quelque chose de très moderne, de très nouveau, de très CJIP, de très novlangue. C'est un vieux truc, un peu tradit, que certains pensaient désuet. La foi du palais, qui est propre aux relations entre les magistrats et les avocats, est cardinale. Et cette foi du palais bien comprise, c'est-à-dire qu'il soit réciproque, d'où les difficultés ce matin en matière de CRPC, il faut qu'elle soit réciproque, et qui n'est pas l'entre-soi systémique, la foi du palais, d'une certaine manière, connaît un peu un renouveau dans le cadre de cette CJIP. Sauf erreur de ma part, les CJIP, les négociations qui sont en cours ne fuient pas dans la presse. On ne les connaît pas. C'est pour ça qu'on écoute toujours avec attention le PNF. Je crois qu'il y en a une, enfin à ma connaissance, hein, mais peut-être mieux il y en a une qui est fuite dans la presse, et c'était 3 jours avant la signature. Et pourtant, c'est très long. Donc, il y a une foi du palais qui est un petit peu ressuscitée par ces gens bien éduqués. Alors, la foi du palais, pour pas que ce soit l'entre-soi, parce que j'ai entendu un peu les débats, il y a un très bel article de Jean Danet, universitaire, avocat et membre de la commission, qui était ou est ancien membre de la commission Liberté CNB, qui a écrit un très bel article au Cahier de la Justice en 2020. On pourrait dire que c'est la loyauté entre les acteurs judiciaires. C'est vrai que la définition doctrinale est mal aisée, mais intéressant de voir en conclusion que la justice pénale négociée est le siège d'un renouvellement de la foi du palais que d'aucuns pensaient désuet. Voilà, le professeur Frison-Roche disait qu'on était au milieu du pont. Soit on revient en arrière, soit il faut avancer. Il y a une définition pour conclure du progrès que j'aime beaucoup, qui est celle de Pascal, qui dit que les choses avancent et que le progrès avance itus et reditus. Il définissait ainsi un mouvement qui avance, on est au milieu du pont, on marche, puis qui recule, avant d'avancer de nouveau, atteignant un point toujours plus éloigné. Avec le temps, cette ligne du progrès avance, on recule, mais on finit par traverser le pont. Et c'est ainsi parfois que les vieilles traditions, comme la foi du palais,
que des avancées les plus spectaculaires et modernes, comme la CEGIP, trouvent toute leur consistance. Je vais être très bref parce qu'on avance dans le temps. Il y a toujours près de 150 participants derrière les écrans. Nous avons notre confrère Moine Emmanuel Moine, avocat, qui va, lui, nous ramener peut-être sur l'espace européen, si j'ai bien compris. On verra. Ouais. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. J'espère que je vais conserver les 150 participants à ce colloque. Vous me direz à la fin. Jean Danet disait sur la foi du palais, et il avait une très très belle formule, c'est l'extension du contradictoire en amont. C'est effectivement cardinal dans la justice négociée. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est parler des perspectives, faire un peu de prospective, puisque c'est le titre de notre panel, en vous disant que la clé de la justice négociée, pour moi, ce sont à la fois ces instruments, ces praticiens et bien évidemment les justiciables. Alors, je partage énormément de choses de tout ce qui a été dit aujourd'hui, énormément de choses de ce que vous venez de dire quant à la nécessaire extension du périmètre des instruments dont on dispose aujourd'hui. Avant d'avoir les praticiens, il faut avoir les instruments. Et en France, vous évoquiez la pensée d'ensemble. En France, on a un peu de mal à avoir une pensée d'ensemble. Si on prend par exemple l'historique de la CRPC, avant 2004, il n'y avait pas de CRPC. On vivait sans CRPC. Et puis, on a timidement ouvert cette possibilité d'aller plaider coupable par la loi du 9 mars 2004, si je me souviens bien. Et puis, 7 ans plus tard, en 2011, on a trouvé que ça fonctionnait pas mal. Donc, on a généralisé la CRPC à toutes les infractions. Et cette CRPC, elle associe de différents, et c'est fondamental avec la CEGIP, qu'elle s'applique aux personnes physiques, mais également aux personnes morales. En 2013, une affaire fameuse dont on a reparlé il n'y a pas très longtemps dans la presse va donner naissance au parquet national financier qui n'existait pas avant 2013, c'est l'affaire Cahuzac. Et la première négociation qui va être menée par le parquet national financier, ça va être dans l'affaire Cahuzac et ça va être la conclusion de la CRPC Cahuzac en matière de blanchiment de fraude fiscale, pas Cahuzac, mais la banque de l'intéressé, un dossier que nous connaissons bien. Donc, tout ça a mis beaucoup de temps à aller jusqu'en 2016 où la loi Sapin a consacré la naissance de la Convention judiciaire d'intérêt public qui est entrée en vigueur en 2017. Quand on dit que ça ne va pas vite, c'est quand même un des avantages de la CEGIP. Moi, j'ai le sentiment que ça va un peu plus vite. En France, on a conclu plus de CEGIP avec une CEGIP qui naît bien après le Deferred Prosecution Agreement au Royaume-Uni qu'au Royaume-Uni des Deferred Prosecution Agreement. Nous, on a encore des dossiers sur notre bureau qui ne sont pas encore finis d'être jugés ou qui n'ont pas encore été jugés et qui datent d'il y a 20 ans quand même, alors qu'on a conclu depuis 2017 et l'entrée en vigueur de la Convention judiciaire d'intérêt public, je ne sais combien de conventions judiciaires d'intérêt public dans des petits et des grands dossiers, c'est important de le souligner. Donc, parler de l'avenir, se demander ce dont on a besoin pour que la justice négociée prospère en France, pour moi, c'est d'abord évoquer son champ d'application. Se demander s'il est actuellement suffisant et satisfaisant. Pour moi, la réponse est non. C'est ensuite se demander si dans l'ordre international, il est de niveau équivalent partout. Je pose la question, la réponse est évidemment non, mais ça a quand même un intérêt absolument essentiel de poser la question dans l'ordre européen. Ce sera mon deuxième point, puisque dans l'ordre européen, vous avez eu une discussion ce matin, je crois, avec le procureur européen français, Monsieur Frédéric Barbe. Le procureur européen, il peut mettre en œuvre une procédure simplifiée. Il y a 22 pays membres du procureur européen. Dans ces 22 pays, les procédures simplifiées, ce ne sont pas les mêmes pour autant qu'elles existent. Donc, c'est quand même un vrai grand sujet. Et puis, on a beaucoup parlé de la place du juge. Moi, je crois que la place du juge
Elle est évidemment essentielle dans la justice négociée. Après, j'ai envie de dire, si on remet du juge partout dans la justice négociée, ben, on est un peu à l'audience correctionnelle, donc on n'est plus tout à fait dans la justice négociée. Mais en matière de CRPC, quand même, le juge a un rôle absolument prépondérant, notamment s'agissant du point de savoir s'il faut allouer ou pas des dommages-intérêts. On m'a dit que j'avais 15 minutes, donc je vais essayer de faire 5 minutes par point. Question de l'extension de la convention judiciaire d'intérêt public. On a parlé des avantages. Beaucoup de gens disent que la convention judiciaire d'intérêt public, c'est une justice de riches. On a eu un article de Mediapart il y a quelques mois à l'occasion de la CGIP Crédit Suisse où il était quand même question de 238 millions d'euros, 123 millions d'amendes d'intérêt public, 115 millions d'euros de dommages-intérêts. L'article qui commentait cette convention judiciaire d'intérêt public s'étonnait de la faiblesse des amendes. Je crois que les praticiens du droit pénal et du droit pénal des affaires savent qu'on a changé de gamme, changé de registre, changé de dimension quand on parle des amendes qui sont négociées dans le cadre des conventions judiciaires d'intérêt public et que les amendes d'intérêt public sont tout sauf dérisoires dans les dossiers qu'ils méritent, évidemment. Ce serait une justice négociée à l'abri de tous les regards. Bon, je crois que c'est pareil. Il y a des communiqués de presse, me semble-t-il, à chaque fois qu'une convention judiciaire d'intérêt public est conclue. Je crois même qu'elles sont publiées. J'ai pu en lire certaines, qu'elles sont assez facilement accessibles. Je crois que c'est pareil pour les CRPC. On conclut des CRPC quand ce sont des CRPC d'importance. Eh bien, la presse s'en fait l'écho. Donc, je crois que toutes ces critiques sont un peu des critiques d'arrière-garde. Comme je le disais en introduction, des praticiens, il y en a beaucoup, mais pour que les praticiens pratiquent, il faut qu'il y ait les instruments et il faut que ces instruments répondent à cette vision d'ensemble qui est celle nécessaire à l'exercice de la justice aujourd'hui, mais aussi au respect des droits de la défense du justiciable. Donc moi, je crois qu'il faudrait étendre la convention judiciaire d'intérêt public s'agissant des infractions qui peuvent donner lieu à une convention judiciaire d'intérêt public. Ça me paraît assez simple. On a étendu la CRPC à toutes les infractions. Je ne vois pas très bien pourquoi un jour on ne fera pas la même chose avec la convention judiciaire d'intérêt public. Alors timidement, on parle du droit de la concurrence. Monsieur Bonnert, devant les députés en 2021, s'était déclaré favorable à l'extension du domaine de la convention judiciaire d'intérêt public en matière de droit de la concurrence. Reste la question de savoir si l'infraction en matière de droit de la concurrence s'applique aux personnes morales ou pas. Vous avez on a eu le débat là, tout à l'heure sur ce point-là. C'est discuté. Bon, je crois qu'avec la généralisation de la responsabilité pénale de la personne morale, un jour la question sera posée à un juge et elle sera clairement tranchée, comme le disait Jérôme Simon un peu plus tôt. En tout cas, étendre la convention judiciaire d'intérêt public en matière de concurrence ne poserait pas beaucoup de difficultés. Ça ne poserait pas davantage beaucoup de difficultés en matière de droit de la consommation, en matière de fraude et falsification, où on a des dossiers d'importance qui mériteraient peut-être la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public. La même chose en droit pénal du travail. Quand on parle de dossiers d'ampleur, de travail dissimulé, ou quand on parle par exemple de dossiers de harcèlement moral institutionnel, ben, c'est aussi une terre d'élection d'une extension possible de la convention judiciaire d'intérêt public. J'ai envie de dire, il reste aussi toute une cohorte d'infractions financières qui pourrait tout à fait être réglée par le biais de la convention judiciaire d'intérêt public. Je ne suis pas sûr que ça pose beaucoup de difficultés, même si en France, on est toujours extrêmement frileux à s'engager dans cette voie. Il faut faire des études d'impact, voir comment ça fonctionne. Et puis petit à petit, vous l'avez dit, on est arrivé à la blanchiment de fraude fiscale, puis après à la fraude fiscale, puis après au délit en matière environnementale. Donc peut-être qu'on arrivera à ce que la convention judiciaire d'intérêt public soit généralisée. Mais ça, c'est du point de vue des infractions. L'autre point de vue important, c'est le point de vue des personnes. Je ne sais pas si vous en avez parlé à l'occasion des débats précédents, parce que je confesse que je n'ai pas pu assister à vos travaux, et je m'en excuse devant vous, bien sûr, mais vous évoquez les droits de la défense. Ben, le premier des droits de la défense, ou plutôt le deuxième, parce que j'ai dit que le premier, c'était d'avoir la parole en dernier,
c'est quand même de pouvoir bénéficier d'instruments qui permettent que la procédure pénale soit équitable, contradictoire et respecte l'équilibre des droits des parties. Et le texte préféré des pénalistes, l'article préliminaire du Code de procédure pénale, respecter l'équilibre des droits des parties. Donc moi, j'ai une personne morale qui peut aujourd'hui s'engager dans la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public, mais qui ne règle pas le sort des personnes physiques. Monsieur Bonnert avait aussi expliqué que en cas de conclusion d'une CJIP, parfois le PNF décidait de poursuivre. Il lui est arrivé de conclure une CRPC, je pense que c'était dans l'affaire, la toute première affaire, d'ailleurs l'affaire HSBC, CJIP 2017, CRPC 2019. Et puis il arrive aussi qu'on ne poursuive pas les personnes physiques. Donc, qu'est-ce qui poserait difficulté à étendre le bénéfice de la convention judiciaire d'intérêt public aux personnes physiques? On nous répond souvent quand on débat de ce point-là, mais les personnes physiques, quand même, c'est beaucoup plus grave parce que c'est à cause d'elles qu'il y a eu les infractions. Mais j'ai envie de dire, la convention judiciaire d'intérêt public, c'est comme la CRPC, c'est comme tous ces mécanismes de justice négociés. Au parquet, on a le choix de les proposer ou de ne pas les proposer. Ce n'est pas parce que l'instrument technique existe qu'on est obligé de le proposer aux personnes physiques. Et les personnes physiques, comme les personnes morales d'ailleurs, elles ne sont pas obligées d'accepter de s'engager dans la voie de la négociation, soit d'une CRPC, parce qu'on peut quand même les négocier, ces CRPC, ou d'une convention judiciaire d'intérêt public. Nous, on connaît beaucoup de personnes morales à qui on a proposé des CJIP et qui ont dit mais il n'est même pas question que j'aille reconnaître que j'ai commis le moindre début de commencement des faits qui pourraient donner lieu à qualification pénale. On en parlera devant le tribunal correctionnel. Et c'est aussi je ne sais plus le combienième des droits de la défense que de choisir de s'engager dans une négociation ou d'aller se défendre face à une accusation du parquet dont on estime qu'elle n'est fondée ni en fait, ni en droit. On l'oublie souvent, mais pour qu'une infraction pénale soit constituée, il faut qu'elle existe, un élément légal, qui est un élément matériel et qui est un élément intentionnel. À l'heure de la justice négociée, ça peut encore se discuter devant les juridictions correctionnelles qui parfois prononcent encore des relaxes. J'ajoute d'ailleurs que dans d'autres pays, par exemple au Royaume-Uni, on a vu des Deferred Prosecution Agreements, par exemple avec la société Tesco, se conclure avec la société, mais le SFO pas obtenir la condamnation des personnes physiques derrière. Donc, bon, c'est quand même un peu curieux. L'entreprise doit se dire, mince, j'ai conclu un Deferred Prosecution Agreement, mais toutes les personnes physiques qui ont abouti à ce que je m'engage dans cette voie négociée ont toutes été relaxées. J'aurais peut-être dû faire pareil. Bon. En tout cas, moi, je suis favorable à cette extension-là, une extension des infractions, même à une généralisation des infractions qui pourraient être soumises à la Convention judiciaire d'intérêt public et à une extension de celle-ci à l'égard des personnes physiques, puisque j'estime que ça ne préserve pas l'équilibre des droits des parties, ça ne préserve pas toujours la présomption d'innocence quand on est obligé de faire une enquête interne, et dans le cadre de cette enquête interne, de dire, oui, c'est X, Y et Z qui ont commis les faits qu'on vient vous soumettre. C'est quand même un peu dur pour les droits de la défense de X, Y ou Z derrière, une fois que la Convention judiciaire d'intérêt public est conclue après réalisation d'une enquête interne. Donc, je pense que c'est une des pistes de réflexion. On devrait tous avoir à l'esprit l'extension de la Convention judiciaire d'intérêt public également aux personnes physiques. Deuxième point, je pense que j'ai un peu débordé sur les 5 minutes. Le nouveau parquet européen. Le nouveau parquet européen, il a ceci de formidable, c'est qu'il est supranational et indépendant. Les procureurs européens eux-mêmes en sont extrêmement fiers et disent, nous, on est au-dessus de tout le monde, on est au-dessus de la mêlée. Quand je traite un dossier, je n'ai pas à en référer au procureur général, il est dans le bureau d'à côté et je ne lui rends compte de rien. D'ailleurs, il se demande vraiment ce que je fais parce qu'il n'en sait rien. Bon. C'est donc un
une première justice supranationale dans l'Union européenne pour connaître des infractions qui portent atteinte aux intérêts financiers des communautés européennes. Vous savez, je passe très vite sur ce qu'est le parquet européen, sauf que, quand même, ce parquet européen, avec des procureurs délégués dans chacun des 22 pays qui composent le parquet européen, il suit dans les pays d'enquête la procédure pénale du pays d'enquête, la procédure pénale nationale. Donc, on voit déjà que là, il y a 22 procédures pénales différentes et qu'on est très très loin de l'harmonisation. Ce procureur européen délégué qui ouvre une enquête dans un pays, il va pouvoir, à la fin de son enquête, demander à sa chambre permanente de l'autoriser à poursuivre devant le pays considéré. Sauf que l'enquête est passée par là et que peut-être qu'il a mis à jour une cohorte d'autres infractions aux intérêts financiers de la communauté, que la plupart de ces infractions ont peut-être été commises dans un des autres pays sous juridiction du parquet européen, et qu'à un moment ou à un autre, il va se demander où poursuivre. Est-ce que je poursuis dans le pays où j'ai mené l'enquête, principalement, ou est-ce que je demande que les poursuites se déroulent dans un de ces autres pays. Et c'est là où nous, les conseils, on a un vrai sujet, puisque, comme je le disais tout à l'heure, dans ces 22 pays, les instruments de justice négociée ne sont pas les mêmes. Le procureur européen délégué, il peut demander une procédure simplifiée. Cette procédure simplifiée, elle se déroule conformément au droit national. Et conformément au droit national, si on parle de responsabilité pénale des personnes morales, déjà, il n'y en a pas en Allemagne, il n'y en a pas en Bulgarie, il n'y en a pas en Italie, pays où il y a des responsabilités administratives, certes quasi pénales, mais ça n'est pas la même chose en termes de poursuite, en termes de peine, en termes, de casier judiciaire. Donc, il y a peut-être déjà une volonté du procureur européen délégué, je ne veux pas voir le mal partout, d'aller choisir, si son dossier le lui permet, un pays dans lequel peut-être il n'y aura pas de procédure simplifiée, ou peut-être il y aura une responsabilité pénale de la personne morale, ou peut-être il n'y aura pas de CEGIP, par exemple, puisque, de nouveau, sauf erreur de ma part, ces 22 pays de l'Union européenne ne connaissent pas l'institution de la Convention judiciaire d'intérêt public. Autrement dit, le niveau de justice négociée n'y est pas le même, les droits de la défense n'y sont pas les mêmes, et nous devrons être extrêmement vigilants sur le point de savoir où nos clients, qui nous arrivent de défendre dans ces dossiers-là, vont se retrouver soit renvoyés, soit se verront proposer une procédure simplifiée. J'ai un petit tableau que j'ai fait à partir d'une étude qui avait été réalisée en 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne, qui était extrêmement intéressante, où on voyait qu'en Autriche, une transaction pénale pour une personne physique, elle était subordonnée aux aveux du mis en cause, qu'en Bulgarie, la représentation du mis en cause par un avocat était obligatoire dans le cadre d'une éventuelle transaction pénale, mais pas en Bulgarie, que, par exemple, en Espagne, on n'avait pas de droit de recours ou un droit de recours restreint, qu'en Grèce, semble-t-il, à l'époque, il n'y avait pas de mécanisme de transaction judiciaire, et qu'en Italie, pour les personnes physiques, chose qui est extrêmement intéressante, la transaction pénale n'impliquait pas nécessairement la reconnaissance par le mis en cause de sa culpabilité. Donc on voit bien, là on ne parle pas du Canada, des États-Unis, du reste du monde, d'une volonté d'harmonisation. On est en Europe, on parle de justice négociée, et dans le champ d'action et de compétences du procureur européen, on a déjà 22 régimes différents. Donc je crois que l'harmonisation devrait passer par là. Astrid Mignon-Colombet, dans un article, d'ailleurs, appelait de ses voeux une convention, j'imagine qu'elle a dû en parler précédemment, appelait de ses voeux une convention judiciaire d'intérêt public européenne. Je crois que là, il y a encore vraiment beaucoup de travail, mais que c'est un travail absolument essentiel pour éviter ce risque de forum shopping. Alors, quand on est conseil d'une victime, ça peut nous intéresser, ce forum shopping, bien évidemment, puisque, à l'inverse, on peut vouloir orienter les poursuites vers une juridiction où on a la chance d'être davantage entendu.
parce que, et c'est mon dernier point, dans la justice négociée, la victime à sa place, on évoquait tout à l'heure, on a beaucoup parlé du rôle du juge. Ben, nous, on a eu une expérience très récente, d'il y a 3 jours, de validation d'une CRPC devant le juge précisément, où un point intéressant à noter, c'était une CRPC qui venait après une condamnation correctionnelle et puis une autre CRPC pour une personne morale qui n'était pas allée dans la voie de la Convention judiciaire d'intérêt public parce qu'il y avait un enjeu de confusion des amendes qui avaient été précédemment prononcées en matière correctionnelle. Donc ça, c'est aussi un point intéressant à avoir à l'esprit. La confusion possible des peines devant le juge correctionnel ou dans le cadre d'une CRPC et l'articulation entre une éventuelle CRPC d'une personne morale et d'une CJIP de la même personne morale. Ça ouvre d'autres éléments de réflexion. Mais le plus intéressant, c'était quand même la question de l'action civile, puisque on a vu arriver des conclusions de l'État demandant plusieurs centaines de milliers d'euros de dommages-intérêts dans le cadre de cette audience de CRPC. Donc, en fait, on ne parle pas que de négociation quand on parle de CRPC. On parle aussi d'une audience d'homologation où on va descendre la CRPC et puis à un moment quand même donner la parole à la partie civile qui va pouvoir faire valoir ses arguments. Donc le juge est présent, le juge existe, c'est devant le juge que va se tenir ce débat sur les intérêts civils et c'est le juge qui va trancher ce débat sur les intérêts civils à la fin. Donc il y a quand même le pouvoir du procureur de ce contrat qu'on aurait passé ou pas un contrat si on est en matière de CRPC n'est pas totalement absolu. Vous pouvez avoir 3 heures de plaidoirie, 3 heures de délibéré et une décision in fine sur les intérêts civils qui, là où on vous demande 900 000 euros de dommages-intérêts, finit par en octroyer 2 fois 50 000 pour préjudice moral en disant que la preuve n'a pas été rapportée de ce que l'État partie civile aurait subi un préjudice matériel justifiant une demande de 500 000 ou 600 000 euros, je ne sais plus, de dommages-intérêts. Donc moi, je crois que le juge a toujours son rôle dans le cadre de la justice négociée, mais encore une fois, pas du début à la fin, parce que sinon, on n'est plus dans ce cadre de la justice négociée. Voilà les quelques observations que je voulais faire. Je serais ravi d'en parler avec vous. Sans désemparer, comme on dit dans le gendarmerie, Madame Maison-Roche. Moi, j'ai une proposition à vous faire parce que, comme beaucoup ici en présentiel et puis en distanciel, j'ai été très bonne élève. Donc, je suis là depuis hier, depuis 8h15 hier. Là, nous sommes vendredi, il est plus de 18h. Et ce que je vous propose de faire, eh ben, c'est de parler en 2 minutes. Comme ça, après, nous pourrons tous parler d'autre chose que de la CJIP, Voilà, enfin parler d'autre chose. Et comme j'ai écouté tant de choses variées, peut-être parfois un peu contradictoires, eh bien, à la fin, c'est assez facile de tout ramasser. Alors, quand on écoute des choses si diverses, on voit que la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir établir dans le futur des liens? Parce que les liens, ils n'ont pas l'air très noués ou ils se sont défaits, enfin, je ne sais pas. En tout cas, puisqu'on ne répond même pas au téléphone, doit y avoir un problème de lien. Alors, le lien, il est de 2 natures, me semble-t-il. Il y a un problème de lien entre les personnes, des liens subjectifs. Vous avez parlé de culture, de sensibilité. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre une culture de confiance? Là, on voit bien qu'il y a soit une unité entre déjà les juristes, à tout le moins, hein, et que là, on a peut-être un problème en France parce qu'on ne réforme pas les mœurs par décret et que je ne crois pas que la question de la grande profession du droit soit à l'ordre du jour. Donc, je ne sais pas comment on fait. Il y a la diplomatie,
ce qui est déjà bien, la délicatesse, la politesse, le fait qu'on se connaît, et qu'à ce moment-là, c'est un peu facile, enfin plus facile, moins difficile de placer le contradictoire dans la diplomatie, parce que comme ça, on fait des discussions. Ça va être plus difficile de placer des droits de la défense, parce que les droits de la défense, ça suppose quand même qu'on agresse un peu, qu'on dise un peu le contraire de ce qu'a dit l'autre et qu'on ne collabore pas. Donc ça, c'est la question du lien subjectif. Après, il y a le lien objectif. De quoi est-ce qu'il s'agit? Parce que j'ai bien écouté hier. Hier, on a tout le temps parlé des preuves. La question qui occupe absolument tous les esprits, c'est la preuve. Et la preuve, elle est dans les entreprises. Et ce qui va permettre de le saisir, c'est vraiment l'enquête interne. Et dans la preuve, il y a la question des droits de la défense. Donc, si on arrivait à organiser des droits de la défense à propos de l'enquête interne et puis dans toute son anticipation qui sera après, dans la CGIP, dans la CERP, dans la façon d'organiser, dans ce souci probatoire qui est ce climat de confiance qui pourrait naître éventuellement, et puis dans des règles de droit où tout ce monde serait d'accord, où il y aurait sans doute un peu moins de pouvoir discrétionnaire, d'un peu moins d'adhésion, mais de culture commune. À ce moment-là, on verrait sans doute les choses un peu moins comme une sorte de fatalité, un peu moins comme un danger, mais sans doute on serait plus sensible à tous les bénéfices. Donc, à partir de là, ce que moi j'ai retenu de 48 heures d'écoute qui m'ont beaucoup instruite, je me dis qu'effectivement, ce qu'il faudra en garder, c'est certes le fait de garder l'écoute et les vidéos qui ont été soigneusement faites, merci beaucoup Mathieu, mais sans doute d'en conserver un ouvrage, parce que à la fin, ces fameux juges auxquels on pense tant, dont on rêve tant, il faudrait que dans leur bibliothèque, ils trouvent un ouvrage que pour le moment, pour ma part, je n'ai pas trouvé et qui arriverait à mettre en 2 mots, d'une part, la compliance, qui est si efficace, notre avenir, et puis les droits de la défense qu'on nous a parfois présentés comme notre passé, mais quand même auxquels on tient, et puis on les réunirait. Et puis ça s'appellerait compliance et droits de la défense, et puis ça pourrait nous unir, parce que nous sommes tous juristes et qu'on pourrait avoir un ouvrage qui serait le résultat de cette grande initiative qu'a pris Mathieu et qui pourrait nous réunir autour de cet ouvrage, Compliance et droits de la défense. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Madame la professeure. Et sur cette perspective, cette jolie perspective, eh bien, le CNB, nous vous remercions tous et toutes pour avoir contribué à ces travaux avec votre participation en présentiel, en distanciel. Merci énormément à tous les intervenants et aux modérateurs. Et un grand merci à Mathieu et à Non, toute non, l'équipe du CNB qui a travaillé autour de lui depuis des mois pour préparer ces 2 jours d'atelier. Sous l'impulsion des commissions Liberté, Droits de l'Homme et Droits et Entreprises. Voilà, mais je vois Boris aussi. Merci Boris. Alors à très bientôt et le don ce sera effectivement diffusé en replay pour une diffusion mondiale. C'est parti.